Donc, bonsoir, bonsoir Bastien. C'est bon, ça marche? Oui, oui, oui. Nous C'est sommes bons. parfait. Bon, excuse-moi 2 minutes, je suis un peu rouillé. Je vais retourner un peu mes notes parce que, n'ayant aucune mémoire, je préfère tout noter ou avoir ça en revue. Et donc du Donc, coup, nous allons cette fois-ci analyser un peu plus les résultats état par état, au niveau démographique et faire, petit rappel de l'évolution historique, notamment des allégeances, on va dire, des partis, enfin, aux partis des États. alors, avant de commencer, je souhaiterais faire un petit rappel très simple. Système de grands électeurs, grands électeurs représentés dans l'État à proportion de la population, c'est-à-dire Texas, près de 40 millions, un peu plus de 40 millions, il me semble, 45 millions d'habitants, 40 grands électeurs. Je dis n'importe quoi, hein. L'Ohio, 2 millions d'habitants, un ou deux grands électeurs. Attention, l'Ohio, je ne suis pas sûr, hein, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et à préciser que c'est généralement un système de winner take all, c'est-à-dire que si vous gagnez l'État, vous gagnez tous les grands électeurs, c'est-à-dire les points pour être élu président, hormis dans deux États précis qui sont euh, le Maine depuis 1972 et le Nebraska. Et là, je vous dirais, je me sens que c'est depuis le premier mandat Bill Clinton, c'est à 92, où là, c'est simple, ils ont divisé l'État en deux circos avec des grands électeurs. Et en fait, quand vous votez dans votre circo, vous votez pour un grand électeur et puis pour l'autre. Voilà, très Mmh. simplement. Justement, au Nebraska, on a, pour les élections de cette année, un grand électeur qui, a, rallié Kamala Harris. À l'inverse des autres qui ont, eux, été assignés à Donald Trump, typiquement. Pour Donc, vous donner un ordre d'idée, je vais vous faire un petit panorama assez rapide de l'élection actuelle. Alors, pour faire très très simple, encore une fois, aux États-Unis, et je le répéterai autant de fois que nécessaire, on ne veut pas gagner la majorité des voix du corps électoral. On veut la majorité des grands électeurs. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous embêter à aller dans des États où vous n'avez pas suffisamment de grands électeurs et suffisamment de chances de gagner. C'est ce qu'on appelle les swing states, c'est les États clés où on met toutes ses forces dans la bataille pour les avoir. Très simplement, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie, Géorgie et la Caroline du Nord. Alors, oui, c'est ça. J'ai oublié parce que la Caroline du Sud, très conservatrice, Caroline du Nord, ça change assez souvent. Mes excuses si j'ai fait une erreur par rapport à la Caroline du Nord, mais il me semble que c'est ça. bah, les 2 États, en tout cas, ont voté républicain pour au moins les 3 dernières élections. Donc, les 2 Carolines sont, globalement, on va dire, républicaines. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, les républicains, en fait, ne sont pas connus pour gagner le scrutin populaire. Le graphique que vous avez devant les yeux représente l'historique du vote populaire aux États-Unis. J'ai effectué cette coupure car plusieurs confusions ont été émises par ma faute durant l'entretien, rendant difficilement compréhensible le fond du propos. Maintenant, nous allons reprendre en parlant du système des grands électeurs et de son avantage pour l'autonomie locale des États fédérés. Bonne continuation à vous. Alors, ce système-là, c'est pour respecter l'autonomie locale des États, c'est tout. Mais à l'inverse, il y a un candidat qui est démocrate, qui avait gagné jusqu'à l'élection de 2020 le plus grand nombre d'électeurs au vote populaire, c'était Barack Obama. Il me semble que c'était quelque chose comme 65,9 millions de voix. Noah, si vous pouvez vérifier, ce sera avec En plaisir. en 2008, il avait fait 69 millions de voix et en 2012, il avait fait 65 millions de voix. Voilà, 69 millions de voix. Et ben, ce record a été battu en 2020 par Joe Biden, il me semble, avec 81 millions de voix. Exactement. Et quant à Trump, la fois d'avant, il me semble qu'il avait fait 71, à peu près 71 millions de voix. Et ce coup-ci, à peu près pareil, 71, 74. voilà, 74 en 74. 2020. Et là, il a fait 71 millions de voix, ce qui le place face à Harris, qui, elle, a fait à peu près 67 millions de voix devant au vote populaire. De plus, du fait des victoires aux swing states, Donald Trump devrait, alors encore une fois, c'est d'après mes calculs, devrait remporter 312 sièges de grand électeur, donc normalement, élection du président des États-Unis, avec 60% des grands électeurs, j'arrondis, et 51% du vote populaire.
Ce qui est quand même un peu historique, hein, qu'on ait une victoire républicaine au scrutin populaire, hein. Comme je l'ai dit, ça date de Hmm. 2004, la dernière fois, ça fait 20 ans qu'un républicain n'a pas gagné au vote populaire. Et en plus de manière assez nette, tout de même. Hmm. Alors, par rapport aux différentes données, je vais tout d'abord suivre un schéma d'explication assez simple, si vous me le permettez, à moins que Noah, vous ayez envie d'aborder certains points avant que je commence à déballer mes différents paramètres. Je te laisse et je complémenterai si jamais il y a besoin. D'accord. Donc, je vais commencer par quelque chose de très simple qu'on vous rajoutera à la post-production, vous inquiétez pas. Et si on oublie, c'est de ma faute, c'est pas celle de Noah qui fait beaucoup trop de travail et qui a besoin de vacances. Donc, pour faire très simple, je pars ici des sondages à la sortie des bureaux de vote parce que je n'avais pas les analyses, euh, je vais dire, officielles des votes et des proportions. Donc, tout ce que je dis est à prendre avec modération. Tout d'abord, première variante, c'est ce qu'aux États-Unis, ils appellent entre guillemets le gender gap, c'est-à-dire que majoritairement les hommes votent pour Trump, majoritairement les femmes votent pour Kamala. 54% des femmes ont voté pour Kamala, 54% des hommes ont voté pour Trump. D'accord. Premier paramètre. C'est Deuxième plutôt équilibré paramètre, tout de même. voilà, c'est du. Enfin, c'est-à-dire que quand c'est pas 44 pour l'un, c'est 54, etc. Là-dessus, c'est bon. Et ne venez pas me dire que ça fait pas 100% parce qu'il y a quand même les Il y a autres des candidats qui, des fois, C'est ont ça, fait 0,5%. Enfin, voilà, ça vient de là. exactement, il y a des tiers partis. On rappelle aussi que les femmes aux États-Unis représentent 52 de la population. Elles sont légèrement plus nombreuses que les hommes. Ensuite, deuxième paramètre que je souhaite faire rentrer en ligne de compte, c'est le paramètre de l'âge. Alors là-dessus, on va rester sur des choses assez simples. 18-29 ans, 55% pour Kamala, 42% pour Trump. Alors, encore une fois, Trump, c'est pas du 50-50, mais c'est quand même assez équilibré. Juste pour préciser, c'est ce que Noah m'avait envoyé juste avant l'émission et que j'ai pris le temps d'analyser. C'est par rapport au. Enfin, je vais vous expliquer. The younger men vote decisively for Donald Trump. C'est-à-dire que les jeunes hommes votent beaucoup plus pour Trump que les jeunes femmes. Ce qui fait que, en fait, vous avez une espèce une disproportion dans le ratio de sexe pour l'électorat. À noter que ça fait en partie, c'est en partie dû, vous pouvez m'excuser, à la politique électorale de Trump. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait beaucoup de podcasts avec des jeunes influenceurs que les gens qualifient de masculinistes, alors qu'en fait, c'est des youtubeurs ou des streamers, etc., pour hommes. C'est-à-dire, c'est des jeunes hommes, ils vont parler de chasse, de sport, voilà, c'est ce genre de public-là, et ça avait très bien marché. Par exemple, il était allé chez un influenceur américain qui lui-même, il me semble que c'est ça, ils avaient parlé de drogue, et Trump l'avait pas pris comme étant l'avait pas pris en disant ouais, je suis un vieux con et je vais lui dire des trucs de vieux con. Il avait dit ouais, ça fait quoi de prendre de la drogue, etc. Il lui posait des questions vraiment de manière intéressée. Et il lui a dit, ouais, non, c'est pas terrible la drogue, etc. Et le jeune lui a dit, vous droguez jamais, c'est de la merde. Après, vous devenez accro, etc. Et ce quoi Trump a répondu, moi, j'ai jamais bu d'alcool parce que mon frère, ça l'a détruit. Encore une fois, il s'est adressé à ce public-là, il a voulu s'adresser à ce public-là, et vous avez un mouvement culturel autour de ça qu'on appelle les bros. Donc, bon, Ah, passons. on constate aussi que justement chez ces jeunes, il y a un décalage vers la droite. Heu, Typiquement aux dernières élections, les jeunes en question, je crois que c'était les jeunes blancs, de 19-29 ans, si je dis pas de bêtises, Hmm. et avaient voté plus Biden. Là, ils votent assez nettement pour Donald Trump et les femmes, depuis 2016, se décalent à chaque élection un peu plus vers la droite. Alors, encore une fois, je vous dis, pour ceux qui ont des études, des choses plus poussées, on est tout à fait ouvert à les recevoir et on espère avoir plus de détails parce qu'encore une fois, on a les données immédiates après élection, donc forcément, il va y avoir un affinage très important des données. Alors ensuite, on va passer sur la tranche d'âge 30-44 ans, 51% pour Harris, 46% pour Trump et le reste c'est en neutre, enfin des gens qui ont voté un peu à droite à gauche. Après 45-64 ans, 53% pour Trump, 45% pour Harris. Et les plus de 65 ans, c'est du 50-50 parfait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 50% des gens qui ont de cet âge, qui ont plus de 65 ans, qui ont voté
pour Harris et il y en a 49 qui ont voté pour Trump. C'est-à-dire que, en fait, même si on a une certaine disproportion chez les jeunes, puis un rééquilibrage chez les populations intermédiaires en matière d'âge, au niveau des vieux, c'est du 50-50. Donc, On n'est pas comme en France où il y a par exemple, un ou certains partis qui ont tendance à concentrer les personnes âgées dans leur vote, voilà, du moins par jusqu'à exemple. récemment. Alors ensuite, on va vous donner d'autres facteurs, c'est-à-dire le facteur éducatif. C'est très simple. Comme je l'ai dit précédemment avec David, l'électeur de Trump est un électeur qui est moins diplômé tendanciellement, alors que l'électeur de Harris est un électeur qui est plus diplômé tendanciellement. C'est-à-dire que vous avez 57% des gens diplômés qui ont voté pour Harris contre 41% des diplômés qui ont voté pour Trump. Et inversement, 44% des non-diplômés qui ont voté pour Harris et 54% pour Trump. Voilà. Noah, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on passe à un sujet un peu plus problématique, comme dirait l'autre? Je vois très bien de quoi il va s'agir, à moins que je me trompe. Mais, ça évoque surtout qu'on parle beaucoup du fait que les États-Unis sont un pays qui est très fracturé, mais on voit quand même qu'il y a un relatif équilibre de manière générale. Les 2 partis qui écrasent la vie politique aux États-Unis, eh ben, se partagent assez équitablement, sauf pour certaines populations, on va le voir, les votes. Typiquement en matière d'âge et de diplôme. Bon, il y a aussi en matière de revenus où c'est plus marqué, où les plus hauts revenus ont tendance à être républicains, heu, mais ça ne se reflète pas forcément dans les soutiens, Mmh. dont les candidats bénéficient, typiquement. Alors juste une petite note informative, c'est-à-dire que bon, c'est source d'information Arte, les plus gros donateurs pour les campagnes électorales ne seraient pas les entreprises cotées en bourse, mais les entreprises non cotées en bourse. Juste pour information. Si vous intéresse, il me semble qu'Arte avait fait un reportage sur les élections américaines et l'argent. Je vous le recommande, c'était assez bien fait et même assez objectif, je dois quand même le souligner. Donc, Noah, hormis si vous avez une objection à émettre ou un point à rajouter, on va passer à une question qui est un peu taboue en France, c'est-à-dire la question racialo-religieuse. Ou comme on dirait en France, l'ethnie. Voilà. Donc, j'emploie le terme race parce qu'aux États-Unis, c'est race. Voilà, c'est juste Mmh. pour. Parce Bien que sûr. si on vous montre après les données, vous allez vous dire, ben, c'est quoi ethnie, etc. Voilà, c'est juste que c'est simple, c'est pas notion biologique, c'est couleur de peau. C'est tout. Oui. C'est-à-dire que les notions sont un peu floues parce qu'ils mettent, par exemple, dans les caucasiens, les Arabes, etc. Donc, encore une fois, on ne va pas rentrer dans ce débat. On vous apporte les données. Les données ne sont pas exactes, ne sont pas les plus précises au monde, mais au moins, ça nous donne un ordre d'idée. Donc, on va commencer par le critère. Alors, je vais dire le critère ethnique, le critère racial. Donc, sur l'ensemble de la population américaine, on a 58% de blancs, d'après le dernier recensement que j'ai pu trouver sur Internet. Et sur ces blancs-là, vous avez 55% des blancs qui ont voté pour Trump et 43% des blancs qui ont voté pour Harris. Noah, avez-vous un commentaire à émettre là-dessus? Non, bah, c'est comme je l'ai dit, j'ai pu le dire, les blancs ont tendance à être ils ont toujours depuis toutes les élections enregistrées, voté pour, les républicains, en général, de manière plus ou moins serrée tout de même, mais les blancs votent toujours majoritairement républicains. C'est pas le Voilà. cas des autres minorités, enfin des minorités justement. Alors, juste pour préciser, dans blanc, alors encore une fois, on est bien précis, dans blanc, vous avez aussi les gens qui peuvent se rapporter à des Arabes, des Maghrébins, ou des gens qui, pour nous, peuvent être considérés comme des non-blancs. Enfin, encore une fois, hein, le critère est assez large, est assez flou. Oui, après tout, Ensuite, ils considèrent, les hispaniques comme étant pas des blancs. Donc bon, voilà. c'est très subjectif. Alors que, voilà. Ensuite, deuxième catégorie, les Afro-Américains, plus communément appelés les Noirs. Alors c'est simple, Harris 86%, Trump 12%. Classique, hein. Les démocrates, depuis l'abrogation des lois Jim Crow, à la suite du mouvement des droits civiques, détiennent un monopole absolu sur le vote, de la communauté afro-américaine. Alors pour vous donner un ordre d'idée, en 1984, on était à 9% de Noirs qui votaient républicains. Le pic a été atteint en 2004 et en 96 avec 11% de Noirs qui votaient républicains. On est Incroyable. retombé à 4% en 2008 avec Obama parce que ça a été un référentiel pour la communauté noire et encore une fois, voilà, ça a drainé un peu les voix. Après coup,
Trump, en fait, est passé à 8% en 2016 de vote des Noirs, à 12% en 2020 et en 2024. Donc, On, on a quand même les démocrates qui gardent une main très ferme sur l'électorat noir, quand bien même ils n'en parlent pas avec très grand respect. On se souvient de la déclaration de Joe Biden, si vous votez pas démocrate, alors vous êtes noir, vous n'êtes pas noir. Bon, voilà. Bon, après, c'est Biden, il est vieux. Euh, mais on observe, je crois, une évolution au niveau du vote des hommes noirs qui tendent plus vers les républicains. C'est moins le cas des femmes, euh, comme, souvenez-vous, ce qu'on a évoqué avant. alors simplement, là, je vais attendre qu'on ait fini les critères plutôt ratios pour entrer dans un autre sujet, parce que c'est une petite parenthèse que je souhaiterais intégrer, mais je fais confiance à Noah pour apporter sa pierre à l'édifice, parce que là, c'est assez rébarbatif, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, maintenant, on va passer aux hispaniques. Et les hispaniques, c'est 19% de la population américaine, et c'est 53% de votes pour Kamala Harris, 45% pour Trump, et après c'est en neutre. Alors là où c'est intéressant, par contre, c'est que avant, les républicains tournaient entre 25 et 30. C'est-à-dire que Trump a fait augmenter, parce qu'en 2008, ils étaient tombés, ils avaient commencé à chuter auprès de la population latino, parce qu'en 2004, vous aviez eu 44% de vote latino pour les républicains, et c'était tombé jusqu'à 27% en 2012. Là, Trump a fait revoter les latinos pour les républicains. Ce qui a fait que là-dessus, sur les noirs, il y a un gros gap entre les deux électorats, mais sur le point de vue des latinos, c'est quasiment du 50-50. Ouais, effectivement. Et encore une fois, ce sont les hommes qui tirent vers les républicains le vote des latinos. Euh, Notamment, la raison de... On est presque sur du 50-50. Ce sont vraiment les hommes noirs. Pardon, lapsus. Les hommes latinos ou hispaniques qui se sont pas mal mobilisés pour Trump, ce qui peut sembler curieux a priori, parce qu'on nous répète depuis 2016 que Trump, il est raciste envers les Mexicains et par extension les Hispaniques. Pourtant, ils n'ont pas l'air de trop le déprécier. Est-ce que c'est lié au côté conservateur catholique? Est-ce que c'est lié au fait qu'il n'est pas si xénophobe ou raciste que ça? La mystère des psychologies des électorats. Et là-dessus, heureusement, nous avons quelques réponses, bien entendu. Donc là-dessus, on a eu quelques articles un peu divers. Je n'ai pas compilé parce que, encore une fois, pas d'études, pas d'analyse, pas de comparaison efficiente, mais de ce qui reviendrait, c'est que les Noirs américains et les Latinos aient une culture, entre guillemets, j'allais dire, plus virile. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, le chef fort, avec un référentiel plus franc, pour pas dire plus brutal, ça leur va plus, en fait, dans leur culture. Et ce point-là, en fait, est à nuancer avec un autre point. C'est-à-dire que ce qui a aussi joué pour les Latinos comme pour les Asiatiques, sur lesquels on reviendra, c'est leur nationalité d'origine. Mais ça, je garde ça pour tout à l'heure. Noah, on va passer maintenant aux Asiatiques. Alors, les Asiatiques, c'est 56% de vote Kamala Harris, 38% de vote Trump, et leur population globale est de 6,2%. Ouais, donc on est encore plus sur une population minoritaire. Ce qui est assez intéressant, et que j'ai remarqué, c'est que dans les patterns, c'est que les votes en général latinos et asiatiques sont étrangement alignés. Les deux se rejoignent sur pas mal d'élections, ou alors sont très proches. En général, ils sont à peu près sur les mêmes choses. Alors que pourtant, on pourrait se dire que les asiatiques, ils n'ont pas les mêmes logiciels philosophiques, culturels que les hispaniques, notamment le côté société et culture plus collective et moins individualiste. Mais on peut se dire aussi qu'ils sont plus conservateurs. Pourtant, ils restent quand même majoritairement démocrates. Il ne faut pas oublier que le Parti démocrate, c'est la grande tente. C'est présenté comme ça, comme la grande tente sous laquelle se cache toute la diversité états-unienne, alors que le Parti républicain est présenté comme ne voulant pas faire de discrimination au sein des citoyens. Tous sont états-uniens et il n'y a pas de minorité. Alors, juste pour Chacun sa vision. préciser, là-dedans, en fait, vous avez plusieurs points importants à noter. Alors, encore une fois, je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour ne pas vous fatiguer, surtout que ça commence
à faire longtemps qu'on vous parle de données assez précises. Mais pour vous expliquer, au sein des communautés latino comme au sein des communautés asiatiques, vous n'avez pas du tout le même vote. Je m'explique. Vous allez en Floride, les Cubains votent à 69% républicains. D'accord? C'est clair, net, précis. Vous allez, je vais vous prendre des cas assez précis et notés. On va prendre le groupe des Vietnamiens. D'accord? Le groupe des Vietnamiens vote de manière écrasante pour les républicains. Ensuite, vous avez les Américains philippins votent républicains et les Américains vietnamiens. D'accord? Le reste, ça vote plutôt démocrate. Alors, je vais vous lire un passage pour vous expliquer. La participation électorale des Américains d'origine asiatique a augmenté de 45% entre 2016 et 2020. Donc, ce n'est pas un électorat dont on peut se passer statistiquement. Cependant, les électeurs américains d'origine asiatique ne représentaient qu'environ 4% de l'électorat en 2020, soit environ 50% de leur part de la population totale. C'est-à-dire qu'il y a toujours un sous-vote assez important. Les données plus complètes de l'étude électorale coopérative, CCES, ont montré que Biden avait remporté le vote américain d'origine asiatique avec une marge de 66-31. On est quand même loin, enfin pas très loin, mais c'est à relativiser, de la légère progression de Trump. Néanmoins, cette enquête plus vaste a fourni des informations importantes sur la manière dont différents groupes asiatiques se sont brisés. Les groupes qui avaient tendance à être les plus démocrates que la moyenne étaient les Américains d'origine indienne. Alors, on va préciser, quand on dit indien, c'est l'Inde, d'accord? C'est pas les Indiens d'Amérique. Les Amérindiens, c'est les Indiens d'Amérique. Quand je parle d'Indiens, ce sont les Indiens d'Inde. C'est marrant Ensuite, qu'ils soient rangés dans les asiatiques, hein, parce que bon, on pourrait se dire oui, qu'ils n'ont pas trop de caractéristiques asiatiques, même si géographiquement ils le sont. mais donc les Indiens et les Japonais. Ensuite, vous avez les Coréens et les Chinois, dans l'ordre décroissant de. Alors, je vais vous donner quelques petites infos. C'est-à-dire que vous allez prendre, par exemple, dans le Nevada, le comté de Clark. Alors, vous allez me dire, je ne sais pas où c'est et je m'en moque. Tout à fait d'accord. Le problème, c'est que ce genre de population, en fait, elles font que certains swing states restent et demeurent des swing states. C'est-à-dire qu'à Clark, dans ce comté, vous avez 10% d'Asiatiques, majoritairement philippins, ce qui fait pencher le swing state des fois à droite. Inversement, dans le comté de Géorgie, en Géorgie, dans le comté de Gwinnett, vous avez 11%, non 13% plutôt, excusez, j'ai eu un petit battement, vous avez 13% d'Indiens qui font basculer l'État plutôt à gauche. Donc encore une fois, quand vous êtes dans une logique de swing states, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas vous éloigner de ces logiques qui peuvent à nous sembler, Européens de l'Ouest, barbares, mais ces logiques de clientélisme électoral sur la nationalité et l'ethnie. Pour une seule et bonne raison, c'est qu'en fonction de leur origine, ils n'ont pas les mêmes mœurs, ils n'ont pas les mêmes référents culturels. Et encore une fois, ça c'est une opinion personnelle, mais que vous soyez noir, blanc, etc., ça ne définit ni votre opinion politique, et ça ne doit pas le définir parce que vous êtes un individu, une personne individuelle avec un cerveau, une âme et des fonctions cognitives propres. Donc faites-vous votre avis et ne soyez pas un mouton, parce que je suis désolé de le dire comme ça, les instincts grégaires, c'est bon pour les animaux de troupeau, pas pour les individus qui ont une éducation et une morale tout à fait respectable. Ouais. C'était le moment coup de gueule de la soirée. Ne soyez pas des animaux. Voilà, ne soyez pas des animaux. Et j'ai dit aucune grossièreté, hein, vous remarquerez. C'est bien. Oui, c'est bon, je vais avoir le droit à plus de bonbons dans ma cave. On plaisante hein, sur la cave, bien entendu. Donc, je ne vous ferai pas un tour parce qu'on a déjà expliqué, mais pour faire simple, les Asiatiques votent à 51% démocrates, d'après un autre sondage que j'ai trouvé. Les Chinois à 57, les Japonais à 55, les Coréens à 53, les Philippins à 47% démocrates et les Vietnamiens à 43% démocrates. En majorité relative, ils votent tous majoritairement démocrates, mais en fait, leur part de républicains augmente. C'est comme tout, on a l'impression qu'il y a quand même une progression des républicains. Alors on pourrait parler de droitisation de la société états-unienne, est-ce que c'est pertinent? Je ne sais pas.
Mais on constate quand même des évolutions. On aurait tendance à dire que les minorités justement, votent démocrate, ce qui est une vérité. Mais pourtant cette tendance générale, semble réduire lentement. Mais c'est pas pour rassurer les démocrates, je pense. Et c'est quand même plutôt rassurant sur l'état de la démocratie aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il suffirait pas d'avoir plein de minorités pour assurer une victoire aux démocrates. Et de même, les blancs, qui sont majoritairement républicains, tendent à diminuer avec l'augmentation des minorités. Donc peut-être qu'à terme, le système démocratique états-unien ne sera pas brisé par la fin, d'ici 2050 je crois, de la population majoritairement blanche. Alors là-dessus, je préfère me référer à quelqu'un que je vais citer, et j'espère qu'on mettra son ping dans le titre de la vidéo pour le remercier. C'est le youtubeur The American Dream qui m'a permis de collecter beaucoup de données pour ça. Et également un youtubeur qui maintenant est au Texas qui s'appelle Baptiste Marché, enfin Baptiste NTX. En fait, ce dernier expliquait ça, il a expliqué plusieurs fois avec The American Dream, c'est que aux États-Unis, en fonction de votre localisation géographique et en fonction de vos convictions personnelles, ces dernières ont plus d'importance que votre couleur de peau. C'est-à-dire que la culture rancheros dans le sud des États-Unis, pour les Noirs, les Latinos et les Blancs, font qu'un Noir du Sud est plus proche d'un Blanc du Sud ou d'un Latino du Sud, par sa culture rurale, conservatrice, etc., et religieuse, que de son équivalent nordiste. Alors, encore une fois, je ne fais pas l'apologie de la guerre de sécession, je ne fais pas l'apologie du système de ségrégation, donc s'il vous plaît, ne rentrez pas là-dedans. Mais ça fait une parfaite transition. Pourquoi? Parce que j'ai dit religion. Donc Noah, qu'est-ce qui est génial quand on fait des élections à caractère ethnique et religieuse? C'est que c'est en deux parties. Donc Deux fois plus de plaisir. 2 fois plus de plaisir. Cette blague sera supprimée et jetée au feu. Voilà, on espère. Donc, pour ça, je vais me rapporter à un anthropologue célèbre qui est Emmanuel Todd. Alors, pour faire simple, Emmanuel Todd avait matérialisé la culture blanche américaine par la culture WASP. Il avait résumé ainsi, c'était les blancs anglo-protestants, pour faire simple. À partir de l'élection de Kennedy, en 1960, vous avez un phénomène qui est que les WASP ne sont plus assez nombreux, donc ils vont intégrer d'autres, j'allais dire, pas dire ethnies, mais d'autres groupes nationaux, linguistiques et culturels dans leur bloc d'influence, pour faire simple. Donc les Irlandais, Kennedy, les Italiens, les Français, j'en passe et des meilleurs. Et vous avez un autre phénomène qui va être très intéressant à cette époque-là, c'est que Kennedy sera le premier président catholique de l'histoire des États-Unis. Et le seul? Non, on a un deuxième. Ah bon? Joe Biden. Il était catholique? Oui. Très surprenant. Très surprenant, mais je vais vous expliquer pourquoi ça a son importance. Donc pour faire simple, Biden avait un vote des catholiques très favorable. Ce qui est généralement le cas pour un démocrate. Voilà. C'est-à-dire que en 2020, les catholiques avaient soutenu Biden avec plus 5 points de marche par rapport à Trump. C'est parce que c'était le deuxième président catholique des États-Unis, mais encore une fois, c'était, comme le disait Emmanuel Todd, c'était un phénomène qui avait été largement digéré par la culture américaine, parce que quand Kennedy avait été élu catholique, bon, ça avait fait du bruit, on en avait parlé. Preuve en est sous vos yeux avec notre cher Noah, factotum de la chaîne et de l'association. Personne ne savait que Biden était catholique, alors que pourtant, ça a joué. Alors, tout de même, que les catholiques votent pour Biden, c'est pas trop surprenant, parce qu'ils ont tendance à voter légèrement, genre avec une marge de 5 points à peu près, autour des 55%, pour les démocrates. Ce qui n'est pas le cas des, par exemple, ça, c'est dû à deux facteurs. C'est dû à deux facteurs. L'héritage Kennedy et le fait qu'en fait, les populations catholiques étaient plus rapprochées aux Irlandais et aux minorités. Voilà. C'était plus rapproché des Irlandais, des Latinos, etc. Mais pour vous dire, aujourd'hui, l'électorat catholique, alors je parle bien d'électorat, pas de population globale, l'électorat catholique, c'est 22% d'électorat. Et Trump, en fait, a réussi à le récupérer. Parce que
cette année, il a fait 56% des suffrages chez les catholiques, alors que Kamala Harris a fait à peine 41. D'aucuns diraient, je veux pas prendre trop de risques, mais que la campagne pas mal axée sur, l'IVG, ça a peut-être pas trop plu. Encore une fois, je cite un propos qui est rapporté très régulièrement dans les presses concernant les États-Unis. 99% des Américains ne voteraient pas pour un président qui ne croit pas en Dieu. Alors, Ouais, aussi. en Dieu, c'est très, ça peut vous choquer, vous, parce qu'on est dans des pays relativement athées, mais croire en Dieu, ça va du chrétien pratiquant au musulman, etc., etc., le bouddhiste et compagnie, jusqu'au la personne qui a une conception déiste ou agnostique. Ça va jusque-là. Hein. Faut croire en Dieu. Pour une seule raison, c'est que pour eux, c'est culturel, c'est un facteur de respectabilité, etc. Mais maintenant, on va passer à des électorats beaucoup plus marrants. C'est-à-dire que on a eu l'électorat catholique. Maintenant, on va faire un petit passage chez nos confrères calvinistes, c'est-à-dire que les protestants aux États-Unis, c'est 62% de l'électorat protestant qui a voté républicain. Mais maintenant, on va parler de deux religions qui sont des religions de niche, hein, faut le dire pour être exact en termes de nombre. Je crois que les musulmans aux États-Unis, c'est moins de 1% de la population. Ouais. C'est-à-dire que, vu la politique, les propos de Kamala Harris en faveur de la Palestine, de la diversité, etc., et malgré ses penchants assez progressistes, et à raison, hein, pour l'avortement, etc., pour le respect des minorités et compagnie, eh ben, je veux dire, les musulmans ont voté pour elle à 60%. C'est quand même pas mal. C'est pas Mais mal. Mais le vote musulman pour Trump, il est pas à 40%, j'imagine. Il est un petit peu plus bas. j'avais lu 38 quand même. Oui, bon, c'est quasiment 40. Enfin, C'est c'est-à-dire pas que mal. vous avez eu un vote musulman pour Trump minoritaire, il faut l'avouer, mais un vote musulman qui a permis quand même à Trump de ramasser une bonne part d'électorat. Et en plus, dans le Michigan, vous avez les représentants qui l'ont ouvertement soutenu. Encore une fois, on a une progression et on a, ben oui, on va parler de droitisation, même, enfin, du moins dans les pratiques électorales, notamment des musulmans. Mais on rappelle, ce sont des minorités et généralement, ça vote démocrate. Bah, c'est-à-dire que Généralement. si statistiquement, vous ne pouvez plus avoir la majorité de votre ethnie pour une élection, il va falloir que vous récupériez des franges conservatrices de l'autre électorat, et c'est ce qu'ont fait les républicains. Oui, c'est ça. On va accélérer là-dessus pour passer Ouais. aux gens qui n'ont aucune religion. Bon, 72% pour Harris. Et maintenant, on va passer aux juifs. Qui Alors, représente 3% de la population, c'est pas beaucoup non plus. il me semble que c'est un peu moins. Hein. Enfin, Ah, bref, enfin, je vous fais c'est aux confiance, mais alentours des 3%. voilà. Alors, à votre avis, Noah, à quel pourcentage les juifs ont voté démocrate? Par hasard. Hein. Je dirais aux alentours des 70%. Bordel, je l'avais dit hier. Allez, 79% des juifs ont voté Ah, pour Kamala Harris. Ce qui est assez étonnant parce qu'en fait, on a présenté Trump comme la main armée de l'AIPAC. Alors, le lobby israélien, alors c'est un lobby officiel. Hein, c'est lobby sioniste plutôt. voilà, lobby oui, Sioniste plutôt, israélien, évidemment. sioniste. Voilà. C'est un lobby officiel, encore une fois, tout à fait légal, déclaré. Tout est sur la table, reconnu par Netanyahou, reconnu par les instances. Historiquement, c'est un lobby démocrate, il ne faut pas le cacher. Mais du fait des mouvements de Trump depuis son premier mandat, en fait, il y a une partie de ce lobby qui est allée chez les républicains, même si, par exemple, vous avez les juifs ultra-conservateurs qui, naturellement, pour le peu qui votent, votaient républicain. Voilà. Bah, les actions de Trump durant son mandat, notamment de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Alors, bon, tous les juifs états-uniens ne sont pas sionistes, ni pro-Israël, ce qui n'est pas la même chose exactement, mais une majorité le sont quand même, on va se l'avouer. Et le fait qu'il se présente partout un peu comme un champion de la paix. On parle surtout de ses propositions de paix pour l'Ukraine, mais il en a aussi, il maintient aussi qu'il peut instaurer la paix, notamment pour ce qui se passe à Gaza, au Moyen-Orient, ou au Levant, comme on dit. Et ben, ça doit sans doute jouer pour un soutien montant. Mais ça reste solidement ancré démocrate.
Hmm. On rappellera quand même hein, que les néoconservateurs sont à la base des juifs démocrates. Juste. Alors, on précise encore une fois, ce n'est pas pour des raisons religieuses ou quoi que ce soit, c'est simplement un fait. C'est-à-dire que ça vient de cette niche-là, Oui. c'est documenté, encore une fois, il n'y a aucune connotation derrière. Les aléas culturels, les évolutions politiques. Hein. Voilà. Alors maintenant, je pense que Noah, on a fait le tour, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Je pense on a fait Hmm. le tour essentiel. Juste Il me, à, s- se- à rappeler, si je- enfin, juste je rappellerai que cette élection présentée comme un raz-de-marée et tout ça, Trump remporte quand même le vote populaire, également le collège électoral, ce qui est logique, mais il fait pas un score non plus excessivement écrasant, c'est-à-dire qu'il devrait faire à peu près aussi bien qu'en 2016 contre Hillary Clinton en termes de Alors, collège électoral. je précise quand même une chose, c'est que là, actuellement, Donald Trump, encore je vous dis une fois, ce sont mes estimations. Euh, et là, je vous dis, je me base sur les États qui sont en train d'être décomptés, qui sont majoritairement dans la main des républicains. Il faut simplement dire que Trump n'a jamais fait plus que 312 grands électeurs, parce qu'en 2016, il avait fait 304 grands électeurs et 62 millions de voix au vote populaire. C'est-à-dire qu'il a gagné 10 millions de voix et 8 grands électeurs. Encore une fois, là où c'est vraiment brutal, c'est que les démocrates ne s'attendaient pas à ce que les résultats tombent aussi vite dans le sens de Trump. Cas paroxysmique, le comité pour fêter l'élection, les démocrates se sont barrés, ils n'ont pas fêté. Kamala Harris a dit on remballe tout, on va dormir, il n'y aura pas de discours, il n'y aura pas de fête. Ça a été très violent pour eux, hein. C'est tombé d'un coup. Ouais. Ils ont vu Pennsylvanie, Géorgie, et quand ils ont vu que ça tombait, ben, c'était terminé. Mais il arrivait en tête dans presque, je crois, Et tous les États La clés. Caroline du Nord. Donc c'était finito, comme on dirait. Voilà. Et une fois que ces trois États-là est tombé, vu que les républicains récupèrent mathématiquement l'Alaska depuis des années, c'était terminé. De toute Mm. façon, il aurait atteint les 270. Voilà, ben, Je pense qu'on est bon. On va du coup marquer une légère pause le temps que le dernier intervenant arrive. Et, et ben ensuite, ce sera la dernière partie de cette émission. Merci beaucoup, Bastien. Et bah, à tout à l'heure pour le dernier intervenant. Merci.